Bienvenue à ce deuxième webinaire de la dernière journée du Place Marketing Forum dédié à la catégorie branding. Ce webinaire pratique vise d'abord à récompenser notre lauréat dans la catégorie branding. Et cette année, on a le plaisir d'attribuer le Place Marketing Award au Costa Rica pour sa démarche de National Branding intitulée Essential Costa Rica. Alors, la thématique, pourquoi est-ce qu'on a récompensé ce cas? Eh bien, parce qu'ils ont mené une démarche de national branding intégrée autour d'un élément fort, l'idée qu'ils avaient un capital marque du fait du tourisme durable et des valeurs de durabilité qui entouraient le Costa Rica. Ils se sont donc lancés dans cette marque nationale visant à promouvoir de manière intégrée toutes les cibles du marketing territorial, tourisme, exportation, investissement direct étranger, et ainsi que la valorisation de la culture costaricienne. Donc finalement, ce branding, dans le comité d'experts, on l'a unanimement reconnu comme une démarche performante, puisqu'il permet de rencontrer à la fois l'adhésion des habitants, des entreprises et des services publics, avec une réputation nationale qui s'est vue renforcée par le biais de cette démarche de national branding. Donc sans plus attendre, je vous propose de visionner la vidéo que nous a préparée l'équipe d'Essential Costa Rica pour vous donner une idée plus précise de ce que recouvre cette démarche de national branding. Et ensuite, nous aurons le plaisir d'accueillir notre panel d'experts pour débriefer ensemble des critères de performance et de transférabilité de cette pratique. Hi, I'm Daniel Valverde, and I am the director for Costa Rica's country brand. On behalf of our team, I'd like to thank the Place Marketing Forum organization for giving us this branding award this year. And before I start the presentation, I'd like to tell you right away that Costa Rica, although it is a little bit far away from France, geographically speaking, has felt very close to France for many, many years. As a matter of fact, if you take a look at the French flag and then you take a closer look to the Costa Rican flag, you might find some similarities over there. And that's no accident. Pacifica Fernandez, our first lady, the youngest we have ever had, at the age of 18 back in 1848, designed the Costa Rican flag inspired by the French flag. You know, another thing that I'm trying to do nowadays is to read a little bit more about other topics that are not related to our health and economic crisis. I think it's kind of overwhelming and we need to think about something else, at least for a small span of time a day. And I stepped into this phrase the other day. It was, matter can either be created or destroyed or transformed. That's no other than the law of conservation of mass. But the thing is that when I read this, what triggered my mind was, who was the author? I mean, the last time I read this, I was in elementary school. And I thought it was this guy. But no, it wasn't the author. And in case you're wondering, it wasn't either this other guy. It was this guy, Antoine Lavoisier. I hope I said it right. My French is not that good. Sorry. But talk about pure French wisdom. Right there. And when I was thinking about this thing about transforming one thing into another, and I was thinking that maybe Costa Rica has taken something as beautiful as this law from France, and just as we did with the flag, inspired something else. So thinking about this, Costa Rica was able to transform progress into sustainable progress. Do you know actually that Costa Rica was the first country ever to coin the term ecotourism? Because since the early 1970s, ever since we have been passing law to protect our environment. Today, we are reporting an increasing forest coverage in our territory. And recently, most recently, the world has known that Costa Rica produces closely to 100% of its electricity from renewable resources. Also, we were able to transform manufacturing into added value manufacturing. Take, for example, this picture on your right. It's medical devices, which is currently our Costa Rica's #1 exporting good. Talking about exports, through a very cautious diversification strategy, Costa Rica now
from the whole exports of the country, we went from 33% of non-traditional goods to 87% of non-traditional goods. And we were able to transform a GDP-based economy into a well-being economy. Solidarity runs in our veins. And a good example of this is that we were able to transform homeland security into educational and social security. When in 1948 we decided to abolish our army and reallocate that budget from the military into education and our health system, which nowadays has proven to be a very wise decision. So there's much more to Costa Rica than just tourism, as you can see. And although our first approach to branding was a destination brand, very powerful and very successful, that lasted over 16 years, nowadays Costa Rica has a new brand that we launched 7 years ago, the Essential Costa Rica brand. And it talks more than just tourism, it talks about all these stories that I just told you and many more, for which the human talent is a key factor. And the results are out there. Many media has covered different stories, not only about the scenery and the biodiversity and all these beautiful things about visiting Costa Rica, but also about our social progress initiatives and how our goods have different aspects, how many people are inventing things in Costa Rica that are useful for the rest of the world. And also we have, along with the press, it goes our promotional efforts. So we have deployed these campaigns, not only for tourism, but also for investment and exports, not only online, but also offline. In fact, this small car right in your screen is a car that we use it for one stunt in France, in major cities in France. But I think for the purpose of this presentation, rather than just telling you how wonderful things we have done in the past, the most important thing is how we did it. And I'll tell you right away, the secret is consistency and organization. And for this, I'm going to elaborate on some advices that I'd like to share with you today. The first one is that you have to start with a strong and steady foundations. You have in your screen these 4 stages, but probably the most important one is the first one. Research is key. The Essential Costa Rica brand is based on conscious and very careful, thoughtful research over 79 international markets. That second advice, get them committed, not only involved. The Essential Costa Rica brand was born out of a presidential decree that commands 6 different institutions in charge of reflecting what Costa Rica is all about overseas and conform a committee and agree on a common ground across the board strategy. These guys at the committee set this governance, a 3-tier governance. So as like to say, the first tier is the penthouse. The head of each one of these 6 institutions get together 3 times a year just to discuss the strategy, issues about country branding. They pass all this information to a second story, which is the technical unit. They gather up once every month for tactical alignment across the board in every single institution. And then there's this operational team, the guys that make the magic happen. About private sector alliances, you need them. In terms of branding, it's practically mandatory. And for this, we created a licensing protocol, not just giving them the logo to use it in packaging or whatever they want to. They have to earn it. And for that, we got together different competitiveness international standards, and we grouped these standards in 5 different core values that we believe reflect what the Essential Costa Rica brand is all about. So there's excellence, the first value, in which we review leadership and planning, the value chain, and the continual improvement. In terms of sustainability, the second value, we review the 3 components, economic, social, and environmental. In terms of social progress, we review the basic human needs are covered, that the social mobility needs are well taken care of, and all the workers have equal opportunities to grow within the company. In terms of innovation, we review both the culture, but also the strategy to have continuous improvements in terms of innovation. And finally, about the Costa Rican origin, companies are
reviewed in terms of either they use Costa Rican resources, if they're a services company, if the services are provided from Costa Rica, and to see if they use raw materials from Costa Rica as well. Yet we have many companies that have been licensed. In fact, a lot of them, more than we actually expected when we launched this program, which has been proven to be very successful. As a matter of fact, if you see at your screen, you may find that some of the companies over there are not Costa Rican. They are just multinational companies that sell operations in Costa Rica, and they use human talent from within our country to produce their goods and services. So crushing some numbers, we have to say that today our community is 533 licensee community, of which 153 are from the tourism sector and 380 from the commercial side of the brand, which is very interesting. Another important aspect is that more than 60% of these companies export today. And there's a very good balance between the service-oriented companies and the goods-oriented companies, between 45 to 55% ratio. And most of them, which is a very important thing for us, are SMEs. Challenge that we have is that our budget to get the word out there for people to know globally what the Essential Costa Rica licensing program is all about is budget. So what we have done is that we have partnered with organizations such as the International Trade Center and their beautiful sustainability map tool to project what our brand stands for to more than 198,000 users. And when you have a community like that, you have to make sure to get them together at least once a year. For that, we created this event, the B2B Forum, with the idea of having some talks about relevant topics involving placemaking, place marketing, place promotion, or place branding, or whatever. I mean, any particular topic that may be of interest for the community. We gather them for one afternoon, and we make sure that they have enough time for networking. And then we have our ambassador program. It's very important to have your citizens engaged, and the best thing to do that is with telling the story about those Costa Ricans that have been successful in different areas, not only sports and not only in, performing arts, but also in many other aspects such as sciences. We have had Costa Ricans that have gone to outer space, but also we have had this Costa Rican that is playing as a goalkeeper for the Paris Saint-Germain. I'm sorry if that's not your team, but we're very proud about Keylor Navas. And on the video on the bottom left, there's Kenneth Tencio, who is a very good, biker. And he has attended the major competitions worldwide in this particular sport. And also, we take into consideration every single opportunity we have to create some visibility for our brand within the country. As a matter of fact, in your screen, in the top right, there's Mrs. Claudia Dobles giving a speech at Texas Tech University in Costa Rica about this ambitious plan to decarbonize the Costa Rican economy by year 2050. And then you have the final bites, the measurement report of facility. Because, well, we are using public funding to develop this brand. So we need to be sure that we are measuring with the right tools, the right things, to be sure if our country brand is performing in the right way, in the right direction. For this, our last big research showed that our brand is not only growing in the tourism side of the brand, but also in the commercial side of the brand. So as you can see, through the years, we have moved from a destination brand to a more holistic, integral country brand. And we're really proud about that. And one last thing before I go. I was thinking about you. You are either involved in place marketing, place branding, place promotion, or even place making. You and me have a common task. We need to transform the stories we love to learn into stories we love to share. Thanks for your time, and pura vida. A star is born when a significant amount of matter is accumulated, compressed, and heated, creating a nuclear reaction that converts it into energy.
That same energy provides us with life, reflected in 5% of the world's biodiversity and concentrated in such a small but comprehensive fragment of land. A stellar nature that impels us in all the elements. Water, source of light. Wind, source of power. Fire that moves us like the energy of our volcanoes, that connects us as a creative force. And that energy moves us to work together. From here, we open the borders to space, breaking language barriers and geographical limitations to be transported to unimaginable worlds. We are pioneers, innovators, sustainable, and aware that our primary value is human talent, bright as the sun. Our education is a benchmark and allows us to open up to the world, an exchange of knowledge that enriches and connects. We are preparing to face new challenges of an ever-changing global society. Nothing can stop us. That same energy drives us to advance, bringing new dreams and possibilities. Hope. In our diverse land, visitors find health, beauty, and comfort. Recovery is based on wonder, and while nature defines us, one thing remains within our peaceful and enterprising essence: the hope to inspire the world to see new stars being born. Essential Costa Rica, talented by nature. Alors, sans plus attendre, pour pouvoir débriefer des critères de performance, de transférabilité de cette démarche Essential Costa Rica et notamment pouvoir discuter d'un élément majeur de cette démarche-là qui est la stratégie d'influence pour pouvoir engager, fédérer les acteurs autour de ces valeurs. J'ai le plaisir d'accueillir notre panel d'experts composé d'Anne-Sara Moalik, qui est directrice déléguée de l'agence Normandie Attractivité. Bonjour Anne-Sara. Bonjour. Nous aurons aussi Yannick Ponce, qui est Creative Strategist chez Rich. Bonjour Yannick. Bonjour. Et enfin, Alex Viseo, qui est influenceur voyage et coach de personal branding. Bonjour. Bonjour Alex. Bonjour. Alors Anne-Sara, je vous laisse tout de suite la parole pour pouvoir animer cette table ronde. Merci beaucoup. Alors d'abord, je préviens tout le monde que, comme tout le monde cette semaine, il y a des hauts et des bas sur Internet. Donc, ça peut parfois couper. Et dans ces cas-là, Alex et Yannick savent quoi faire. Donc, tout va bien. Voilà, ça, c'était le petit propos préliminaire. Nous sommes ensemble pour à peu près 45 minutes. Si tout va bien, on va tenir vraiment la table ronde avec l'éclairage de Alex Viseo et Yannick Ponce pendant 35 minutes. Et puis, on aura une dizaine de minutes pour des questions. Ça, c'est la situation idéale. Mais en même temps, je sais que Yannick et Alex ont beaucoup de choses à nous dire, donc on s'arrangera. On vient de voir cette vidéo d'Essential Costa Rica. C'est vraiment un bel exemple de national branding qui, je pense, aura fait envie à beaucoup d'entre nous. On y retrouve les éléments classiques d'une démarche de marketing territorial réussie, le portage politique, la fédération de tous les acteurs derrière un projet. Et on l'a vu pour d'autres marques nationales comme la marque France, tout ça n'est pas si facile à faire. Le Costa Rica a donc réussi à enrichir sa réputation en construisant son projet autour d'une marque territoriale et notamment avec des outils d'influence pour promouvoir son économie et évidemment, de manière centrale, son tourisme. Mais tout ça est bien plus profond qu'une question d'image, puisque le pays a su utiliser ces outils de rayonnement pour construire un projet avec une ambition durable qui, dans la vidéo et dans l'intervention de Daniel Valverde, était tout à fait évidente. Et comme ça, ils ont réussi finalement à concrétiser leurs valeurs. Et au fond, c'est pour une démarche qui va être réussie, et suffisamment réussie pour recevoir quand même un award du PMF aujourd'hui, la stratégie d'influence ne peut pas faire l'économie des valeurs. On l'a vu dans le cas du Costa Rica, le rôle que peuvent jouer les acteurs territoriaux mettre en œuvre une stratégie d'influence en structurant la démarche, en faisant évidemment un travail de fond sur ces valeurs,
en les co-construisant pour favoriser l'implication de tous, mais aussi évidemment en travaillant à un plan de communication pour les diffuser et diffuser aussi une image du territoire cohérente avec les valeurs qui ont été travaillées auparavant. Durant cette table ronde, on va adopter un autre point de vue, pas celui des marketeurs territoriaux que nous sommes, mais plutôt celui des vecteurs d'influence qui organisent et façonnent les contenus qui sont attendus par nous, les acteurs territoriaux, pour mieux comprendre ce qu'est le marketing d'influence, comment il peut être mis au service des territoires et quels sont ses principaux enjeux. Ça va être au centre de cette table ronde. Et donc, ce sont Alex Viseo et Yannick Ponce de l'agence Reach qui vont nous éclairer sur toutes ces questions. Alors, si on était en face à face, ce qui n'est malheureusement pas le cas, je me tournerai vers Alex Viseo. Tu es l'un des pionniers du marketing d'influence dans le monde du voyage, lauréat dès 2011 d'un Golden Globe Award pour ton blog, Voyage à l'époque. Tu as été appelé depuis par des dizaines de territoires de toute taille et puis partout dans le monde pour produire des vidéos sur leur destination. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ton parcours jusqu'au début d'année ou la fin 2019, s'il te plaît? Bien sûr, avec grand plaisir, Anne-Sara. Bonjour à tous, enchanté d'être là. Alors, pour le fun fact, j'ai pas reçu un Golden Globe Award, sinon je serais un petit peu connu dans le monde. C'est un Golden Blog Award. Ça m'a fait plaisir, je me suis dit, waouh, j'ai reçu ça, moi je savais même pas. C'est un Golden Blog Award, ouais, c'est vrai que ça a été un des premiers déclencheurs. Alors, mon parcours, en fait, j'ai travaillé pendant 6 ans pour une boîte. Donc, j'ai eu ma vie avant d'être influenceur voyage sur un open space. J'ai travaillé 6 ans chez Oui SNCF. Je suis rentré au service client et puis j'ai eu la chance d'avoir des promotions internes et il m'a fait repartir. Mon dernier job là-bas, c'était directeur de clientèle à la régie pub, ce qui m'a donné déjà une vision interne de ce qu'était un site e-commerce, de l'ADN finalement du marketing online, de comment ça se passe sur le web, de comment on gère un business sur le web. Et un jour, en 2011, j'avais décidé de tout quitter pour partir réaliser mon plus grand rêve, qui était de partir faire le tour du monde pendant 1 an. Et c'est à ce moment-là où j'ai créé mon blog, que j'ai commencé à faire des vidéos. C'est là où j'ai eu ce fameux Golden Globe que tout le monde connaît mondialement. Et en fait, quand je suis rentré, ça a été un peu un déclic. C'est pas tant que ça m'a apporté des opportunités professionnelles, puisqu'en 2011, blogueur, influenceur, c'était même pas un métier. Influenceur, ça n'existait même pas. Et en fait, c'est ça où je me suis dit, il faut que je me lance. Donc, j'ai commencé à me lancer là-dedans en sachant pas vraiment ce qui allait m'attendre. Et puis, c'est la loi de l'offre et la demande. Un jour, le marketing d'influence, le marketing digital a pris de plus en plus de poids. Et un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit, Alex, je veux que tu fasses tes vidéos à ta sauce, mais dans ma destie. Au début, je comprenais pas. Je dis, comment ça? Je dis, je veux que tu viennes chez moi. Et vu que tes vidéos, elles donnent envie de voyager, je me dis que si tu en fais chez moi, il y aura peut-être des gens qui voudront venir chez moi voyager. Et en fait, j'ai dit, attends, je fais comme je fais d'habitude, sauf que là, je suis rémunéré. Il fait, ouais. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre le système de non pas être une boîte de prod et faire du marketing, mais vraiment être influenceur, c'est-à-dire interpréter une destination avec ses valeurs, avec son regard, avec sa démarche artistique, entre guillemets, et de créer du contenu à partir de là. Donc, j'ai fait ça pendant 7 ans. Effectivement, j'ai parcouru le monde en essayant de transmettre cette passion du voyage. Ma mission, ça a été de donner au maximum de gens l'envie de voyager jusqu'à la fin d'année dernière où j'ai arrêté, on va dire, ce job d'influenceur voyage et de faire ces collabs de création de contenu d'influence pour me rediriger plus sur un milieu entrepreneurial et de stratégie justement de création de contenu et de personal branding. Voilà mon parcours. Merci, mais je peux Alex. continuer. Non, ok. Oh, non, mais j'ai une autre question, hein, t'inquiète pas. Justement, parmi tous ces voyages que tu as fait, tu as été au Costa Rica aussi. Tu as travaillé. Effectivement. Et d'ailleurs, c'est très, justement pour le fun fact, le Costa Rica, ça a été mon avant-dernière mission avec laquelle on a collaboré. On a fait une vraie belle collaboration puisque j'avais été les voir justement sur l'IFTM et on avait échangé. Et en fait, moi, j'aurais dit, je veux bien en fait qu'on collabore ensemble. Par contre, moi, et c'est aussi mon credo, et ça on en reparlera plus tard, mais c'était mes valeurs et mon positionnement, c'est leur sentier battu. Et c'est de casser certains préjugés, certains stéréotypes qu'il peut y avoir sur des destinations, des bons ou des mauvais. Et c'est vrai que le Costa Rica avait, surtout chez les Françaises, surtout sur les STM, ce côté, il y a des jaguars, il y a des toucans.
Et moi, ça m'embêtait qu'il n'y ait que ça qui ressorte beaucoup dans l'esprit des gens. J'avais envie qu'on creuse l'aspect humain, l'aspect culturel, l'aspect hors sentier battu. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait une série de 4 vidéos. On est allé rencontrer des populations indigènes, de l'artisanat, de l'écotourisme, de l'agriculture bio. Et c'est sous cet angle-là qu'on m'a mandaté et que j'ai accepté aussi de partir. Et encore une fois, on reparlera des préparations d'opérations d'influenceurs. Mais oui, et ça a été une très belle opération qui m'a tenu à cœur et qui m'a permis, encore une fois, de faire ce que j'aime, c'est montrer les choses sous un autre angle et aller creuser un peu certains autres aspects qui sont peut-être parfois pas assez mis en avant ou éludés parce qu'il y a tellement d'autres choses qui sont belles. Un toucan, c'est tellement beau et un jaguar, c'est tellement beau qu'on oublie de Il y a des regarder le reste. paresseux aussi, hein, on les a Il y a vus, des hein. paresseux et il y a des paresseux aussi qui reviennent souvent. Et voilà, j'avais envie qu'on mette le curseur et le projecteur sur autre chose parce que maintenant, ils ont fait tellement bien leur boulot sur ce côté écotourisme et faune et flore que moi, je trouvais qu'il était temps de faire monter autre chose pour vraiment avoir cette vision 360 et de branding pays, ce branding marque et non pas juste avoir une topic, une ADN, mais vraiment faire tout le maillon qui va avec. On voit bien d'ailleurs dans la dernière vidéo, et puis dans le propos de Daniel Valverde, tout le côté humain qu'il cherche vraiment à mettre en avant, parce que le développement durable, ce n'est pas que l'écologie et l'environnement. Donc, Complètement. on voit bien comment ils ont réussi à choisir un influenceur qui corresponde à leurs valeurs. Et donc, ça m'amène évidemment à toi, Yannick. Ton travail, justement, c'est d'aller rechercher des influenceurs comme Alex et de les mettre en relation avec des marques au sens large, donc pas que des territoires. Tu es Head of Creative Strategy pour Reach, qui est une entreprise spécialisée La dans classe, quand même, Yannick. Et alors là, je pense que quelques personnes vont avoir besoin d'explications sur tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton entreprise, Reach, et nous expliquer aussi ce qu'est la brand tech? Oui, bien sûr. Déjà, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là. Reach, comme tu l'as dit, c'est une brand tech. On a été créé en 2015, commercialisé en 2016. Et avant de nous décrire, je vais plutôt expliquer ce qu'est une brand tech. Une brand tech, c'est une entreprise qui aide les marques à se développer grâce à l'association d'experts et d'une technologie propriétaire. Nous, notre technologie, donc on la développe en interne depuis très longtemps. Elle analyse plus de 7 millions d'influenceurs dans le monde, 4 milliards de publications tous les jours et nous permet en fait d'observer les tendances, d'analyser tout ce qui se passe sur le marché de l'influence. Elle permet aussi à nos clients d'avoir une photographie en temps réel de leur écosystème d'influence. Quel influenceur parle de moi, de quelle façon, et de pouvoir aussi se comparer à ses concurrents. Et en fait, grâce à elle, plus que juste aller chercher des influenceurs, nous, on accompagne nos clients dans leur transformation influence. À la manière de la transformation digitale qui a été opérée dès le début des années 2000, il est pour nous aujourd'hui essentiel pour toute entreprise de réfléchir à sa manière de voir l'influence, à son écosystème influence, sa manière de le traiter et de l'intégrer dans toute sa stratégie marketing. En fait, c'est pourquoi nous, on propose un accompagnement totalement sur mesure en fonction des besoins, de la maturité de chacun de nos clients, allant d'une part de la définition, de la mise en place d'une stratégie influence qui vont réfléchir à sa cohérence avec la stratégie branding, qui vont concevoir les campagnes, contacter les influenceurs, mettre en place toutes les activations, jusqu'à, pour certains clients, en fait, l'accompagnement dans l'internalisation de leur stratégie d'influence, où nos clients vont gérer eux-mêmes leur stratégie en utilisant notre technologie et grâce à l'appui de nos experts qui vont les conseiller sur chacune des étapes. Chez Reach, en fait, et depuis notre arrivée sur le marché, on a deux convictions principales et en fait qui restent fortes et qui restent importantes pour nous. La première, c'est qu'avant d'être de super relais d'opinion, les influenceurs sont des passionnés qui sont devenus des experts dans la création de contenu. D'ailleurs, tous les ans, on fait une étude auprès des influenceurs français que vous pouvez retrouver sur notre site où il y a plein de résultats assez intéressants. Et lors de l'édition 2020, 93% d'entre eux déclarent la passion comme motivation numéro 1. Ça reste des passionnés qui ont commencé, comme vous et moi, sans notoriété particulière, en créant un compte sur un réseau social. En partageant leur passion, en innovant constamment dans la création de contenu, ils ont su créer une communauté autour d'eux, d'autres passionnés qui les suivent pour consommer leur contenu. Ils peuvent apporter aux marques
en plus d'un accès à une audience qui leur fait confiance, un regard nouveau et une expertise qui peut améliorer toutes les strates de leur stratégie marketing. Pardon. Ce qui m'emmène en fait à notre deuxième conviction forte, c'est que l'influence permet en effet de communiquer, mais aussi d'améliorer l'ensemble de sa stratégie de branding. Nous nous associons à leur expertise pour aider les services R&D de certains de nos clients. Les contenus d'influenceurs peuvent être utilisés pour générer de la publicité en ligne ou même de la publicité télé, comme on l'a déjà fait. Et certains vont même jusqu'à créer des produits, des collections en partenariat avec des marques. En fait, on aime le fait de faire fonctionner en cohérence tous les leviers d'une stratégie de branding parce que ça permet aussi d'augmenter les résultats de chacun de ces leviers. Quand, par exemple, on fait des social ads avec des contenus d'influenceurs depuis leur compte, on a des coûts par engagement qui vont jusqu'à 5% élevés que par rapport à des campagnes de marque avec des contenus de marque. Ce qui prouve vraiment cet impact au service des autres leviers. En résumé, en fait, notre métier, c'est d'associer notre expertise, notre technologie pour permettre à tous les acteurs, quels qu'ils soient et quelle que soit leur taille, d'optimiser leur gestion de l'influence. Tu te vends vachement bien, Yannick. Franchement, moi, attends, je serai un acteur du tourisme. Là, je t'appelle tout de suite après, je te le dis. Hein. Moi, j'étais là, je sais peut-être moi aussi, je voudrais ma carte un peu d'influence stratégique. Moi aussi, je fais ma petite photo, tu vois. Je me dis merde. Bon, merci beaucoup Yannick. On voit qu'en effet, les passionnés ne sont pas que des côtés des influenceurs. Le marketing d'influence, il dépasse largement le cadre du marketing territorial. Et en même temps, pour reprendre une image bien connue, on ne vend pas un yaourt comme on vend un territoire. Les enjeux sont différents, et les choix, les cadres sont primordiaux. On est dans une table ronde pratique. Donc on va aborder ces sujets-là, ces grands enjeux du marketing d'influence pour un territoire. Alex, c'est une question, mais qu'est-ce que vous apportez, vous, les influenceurs, au territoire, au-delà de la visibilité? Déjà, je tiens vraiment, je te charrie juste avant, Yannick, mais c'est vraiment, tu as fait une très belle définition de ce que sont les influenceurs, de quoi ça part à la base. Et même s'il y a un peu cette tendance aussi de l'argent et du fame qui vient un peu parasiter parfois les vraies bonnes motivations d'un influenceur, la passion, c'est le moteur. Et ça, c'est important parce que justement, pour répondre à cette question que tu viens de poser, Anne-Sara, c'est qu'est-ce qu'on apporte en plus? Il y a déjà deux choses sur le territoire qui est compliqué en fait pour une marque de territoire. La première, c'est une marque de territoire, une entité territoriale ne peut pas faire de choix parce qu'elle est là pour représenter tous les acteurs, que tout est financé et il doit y avoir une certaine neutralité. On ne peut pas dire vous, on vous préfère ou cet endroit-là, on le préfère. C'est pas non, ils ne peuvent pas le faire légalement parce que c'est comme ça. Ils peuvent pousser gentiment, genre oh tu sais par là c'est pas mal, mais je te l'ai pas vraiment dit. L'avantage d'un influenceur ou d'une influenceuse, quand je dis influenceur, faut bien prendre, je le masculinise, mais il ne faut pas du tout le faire. Enfin, c'est juste un terme générique. Les influenceuses, justement, surtout en thématique du voyage, sont très nombreuses et vraiment très performantes et font des choses incroyables. Et à quoi ça va servir? C'est tout simplement de qu'on va envoyer une personne qui, lui, va avoir une émotion, va avoir un choix. C'est son choix, c'est délibéré, c'est ses affinités. Donc, elle va pouvoir justement faire ressortir certaines choses par rapport à d'autres, alors qu'un territoire ne peut pas vraiment le faire. Il va pouvoir parler de grandes notions, de grandes tendances, il va pouvoir parler en macro, en termes de promotion, et que l'avantage d'un influenceur ou d'une influenceuse, il va être en micro. Il va se dire, ça, j'ai adoré cet endroit, ça m'a fait ça, allez-y plutôt que peut-être là où j'ai moins aimé. Et ça, j'ai moins aimé et ça, j'ai plus aimé, ça donne encore plus de valeur. Enfin, quand on a un review de produit, si on parle tech, un review où il n'y a pas de défaut, on n'y croit pas. Et là, c'est pareil en fait. Le fait d'avoir des préférences, le fait d'avoir ce petit coup de cœur que le territoire ne peut pas avoir, ça fait toute la différence sur la promotion du territoire, sur, je dirais, l'accroche qu'on peut avoir. Ce côté genre, ah ouais, ça a l'air d'être pas mal ça. Alors que finalement, le territoire doit rester assez lisse. Il n'a pas le choix. Même s'il ne veut pas, il est obligé de le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est souvent la mise en action de la création de contenu qui est compliquée chez un territoire. Il n'y a pas souvent de service de création de contenu. Il n'y a pas un filmmaker. Il n'y a pas un content manager. C'est rare. L'avantage, c'est qu'on va prendre un influenceur ou une influenceuse qui, lui, va, à travers sa personnalité, son univers ou son talent, que ce soit de la photo, ça peut être de l'écrit, ça peut être de la vidéo, ça peut être plein de choses. Ils vont créer justement ce contenu. Ils vont passer à l'action. C'est-à-dire, on veut que tu ailles
voir, triturer, décortiquer, ressentir cette thématique, que ce soit sur une thématique de tourisme, soit sur une cible, soit sur une thématique d'hébergement ou d'action, ils vont pouvoir aller justement très vite, très rapidement, sur une semaine. On dit on prépare une semaine et la semaine d'après, il y a du contenu qui est créé. Et cette rapidité, cette capacité de création, quand malheureusement, parfois, on fait face à un peu un carcan, un peu voilà, faut faire valider, qu'est-ce qu'on fait en interne, c'est compliqué, on n'a pas les compétences, faut faire un appel d'offres sur la boîte. Ça peut être compliqué, alors que là, l'influence, c'est rapide. C'est OK, on a besoin de tel univers, telle personnalité qui fait tel talent. OK, on voudrait que tu ailles travailler à ta façon, cette thématique-là, vas-y, fonce. Et c'est réglé. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est ces deux choses qui ressortent. C'est le choix, l'émotion et la capacité à rentrer en action et dans la créativité très rapidement. En fait, quelque part, c'est aussi une manière de dire au territoire de relâcher un petit peu la pression des services com institutionnels, par exemple, et de laisser faire le territoire, d'être plus dans un bottom-up où on laisse les gens s'exprimer avec de la liberté et parfois, quelles que soient les conséquences, et ça, on y reviendra plus tard, plutôt que de tout serrer, de vouloir tout contrôler. Il y a un vrai sujet. Si je monte sur scène et que je dis « Salut, je suis Alex Viséo, j'ai remporté tel prix, j'ai fait ça, voilà, je passais à la télé, j'ai une émission », j'ai passé pour quelqu'un de pédant. OK ? Cette même info, on prend le même texte. C'est toi qui me le dis. Avant que je monte sur scène, on va dire « Ah OK, le gars, il est plutôt légitime, super, on attend de savoir ce qu'il va dire. » C'est la même chose. Un territoire qui fait son autopromotion, c'est un peu genre « Salut, c'est moi le meilleur, viens chez moi, je suis super génial. » Si on déporte ce discours pour finalement être présenté par quelqu'un, et qu'on potentiellement on aime bien parce qu'on l'a suivi, ça a d'autant plus de valeur. Le même message. Et c'est ça qui est important de comprendre aussi. Pardon ? La légitimité d'une voix tierce, d'une tierce voix. Exactement, la recommandation. La recommandation. Et alors justement, Yannick, on voit vraiment le besoin quand même de répondre à une certaine image du territoire, aux valeurs d'un territoire. En tout cas, quand on est côté la personne du territoire qui va aller rechercher l'influenceur, même s'il peut y avoir des influenceurs non sponsorisés qui ne vont pas venir nous demander notre avis, ça c'est autre chose. Mais pour vous, qu'est-ce qui va motiver le choix d'un influenceur plutôt qu'un autre quand vous allez être en train de préparer une campagne avec un territoire qui vient vous demander de l'aide ? En fait, pour moi et même pour Rich, le premier élément primordial, c'est déjà la définition de sa stratégie d'influence. De ça va découler le choix des influenceurs, mais avant tout, il faut savoir quoi faire. Et pour concevoir sa stratégie, il faut se poser les bonnes questions. Déjà, une des premières questions, c'est à quelle cible vais-je m'adresser en influence ? Parce que je peux avoir une stratégie globale avec des cibles très larges, mais je peux aussi avoir plusieurs cibles ou certaines cibles sur lesquelles je vais me concentrer en influence, par exemple des cibles que je n'arrive pas à toucher via la télé, la presse ou d'autres médias. Ensuite, il va falloir réfléchir quelles sont les tendances fortes parmi ces cibles, quelles sont leurs attentes, leurs aspirations, et essayer de faire rencontrer ces attentes, ces aspirations avec sa marque, avec nos spécificités, nos éléments différenciants par rapport à d'autres territoires ou des concurrents. Ça va vraiment nous permettre de construire cette stratégie d'influence, les messages qu'on a envie de faire passer, et donc derrière de créer des campagnes et de concevoir des campagnes créatives. Qui peuvent comprendre l'invitation d'influenceurs sur un territoire. Hein. C'est vraiment le grand classique quand on fait de l'influence en territoire, mais pas seulement, et même pas forcément. En fait, il existe une infinité d'actions possibles et d'idées. Et c'est ce sur quoi mes équipes créatives travaillent pour chacun de nos clients. Mais en lançant des idées à la volée comme ça, on peut déjà teaser une campagne en envoyant des produits locaux aux influenceurs pour leur donner un avant-goût. On pourrait créer des takeovers sur des comptes d'influenceurs, donc donner la main à des comptes d'influenceurs à des locaux, des habitants des territoires, des petits producteurs. On pourrait même imaginer une campagne en fait entre deux territoires qui s'échangeraient leurs influenceurs le temps d'un voyage, parce qu'il y a des influenceurs dans toute la France. Par contre, là où la stratégie va vraiment créer un cadre de création, comme le disait Alex, il est important que l'influenceur reste maître de ses contenus. Il sait mieux quiconque comment s'adresser à sa communauté et il faut lui faire confiance. Ensuite, moi, j'aime bien voir la sélection d'influenceurs, donc ta question, comme un entonnoir, avec plusieurs filtres qui vont me permettre de faire le tri. Parce qu'il y a plus de 150 000 influenceurs rien qu'en France, avec chacun leur spécialité, leur spécificité.
Le premier filtre, déjà, c'est de savoir si l'influenceur s'adresse à l'audience qui m'intéresse. En fait, grâce à notre techno, nous, on va pouvoir connaître la taille de l'audience de chaque influenceur, son âge, son sexe, sa localisation, donc vraiment des données démographiques, mais surtout leur centre d'intérêt. Et ça nous permet vraiment d'aborder cette notion aussi de valeur. Et il faut voir derrière comment l'influenceur va s'intégrer dans la campagne que l'on a imaginée. Un influenceur uniquement présent sur Twitter sera pas forcément à l'aise pour réaliser une super vidéo en drone du territoire. À l'inverse, un Instagrammeur sera pas forcément le meilleur pour écrire un long article sur un voyage. Donc, ça fait partie aussi des filtres. Et enfin, et c'est tout aussi important que le reste, parce que même si c'est le bout de l'entonnoir, c'est un des 3 filtres essentiels. Et parce que s'associer à un influenceur, au-delà de tout l'aspect légal, c'est aussi s'associer moralement autour de valeurs qui doivent être communes. Il est important de vérifier que les influenceurs et les territoires partagent ces valeurs. Sinon, la campagne risque de sonner creux. Quand on est le Costa Rica, quand on est un territoire qui met en avant le développement durable et pas seulement écologique, mais aussi économique et social, il est important de s'associer à des influenceurs qui portent aussi ces valeurs et qui ont envie de voir autre chose. Donc, comme le temps passe très vite, je vais modifier un petit peu ma question qui suivait, puisque j'allais vous demander si c'était une valeur sûre ou un pari de faire appel à un influenceur. Mais j'imagine que si on prépare bien les choses, et ça va être la question suivante, et si on respecte ses cibles, enfin, si on choisit bien ses cibles, qu'on les définit correctement et qu'on envoie un influenceur, c'est plutôt une valeur sûre. J'imagine que je vais prendre le relais. Déjà, on pensait que ça allait être moi qui allait accaparer le temps de parole. Je suis impressionné de voir que finalement, c'est totalement Yannick qui a ce pendant-là. Tu vois, je suis assez fier de moi pour une fois. Pour répondre à cette question, c'est très simple en fait. C'est que c'est un pari, oui, si les choses sont mal faites en amont. Si les choses sont bien faites en amont, il n'y a pas de pari à faire puisqu'on sait très bien où est-ce qu'on va. On sait très bien, comme disait Yannick, la personne match avec nos valeurs. On fait venir en Argentine une influenceuse food veggie et qu'on lui fait manger un asado comme ça de barbac avec les gauchos, je suis pas sûr qu'elle le vive bien. Pourtant, pour ceux qui sont pas veggie ou même ceux qui réduisent leur consommation de viande, mais qui justement préfèrent de la bonne viande, ça passe, c'est bien, c'est une expérience atypique, je l'ai fait, c'est absolument génial. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ça en fait. Par exemple, je faisais toujours attention que les partenaires avec qui je travaillais aient bien conscience de mes valeurs. Pas d'animaux en captivité. Moi, je suis vraiment pas de luxe, ça ne me correspond pas. Je suis dans le grand public, je suis pas dans l'exclusivité, je suis dans je suis dans l'insolite, je suis dans le hors-sentier battu. Donc, et moi, des fois, on me mettait par exemple, dans des hébergements de luxe parce que pour X raisons, c'était leur partenaire, etc. Ils savaient, et c'était clair entre eux et moi, qu'il n'y aurait pas de création de contenu sur ce moment-là. Alors que dans l'idée, c'est quand même le truc qui coûtait le plus cher. Mais je disais non, parce que je veux bien comprendre que c'est là, vous n'avez pas vraiment le choix de me faire loger là, ce soir-là. Par contre, ça ne me correspond pas, c'est pas ça que je veux faire passer comme message. Et ça, si tout le monde est à l'aise là-dessus, et que justement l'influenceur aussi fait part de ses no-go, de ses valeurs, de ses prérogatives, et que justement la marque et le territoire dit par contre, nous, on a vraiment envie de faire passer le message. Bon, il y a un point de rencontre en fait. Et si ce point de rencontre, il est clair, quand on est sur place, quand on est en mission, on sait qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. On sait que l'influenceur, il ne va pas se rester être crispé ou passer un mauvais moment, ou que justement, il ne va pas oublier de faire un contenu, il ne va pas vouloir le faire parce que c'était OK, on avait validé ce point-là. Donc, le travail en amont de conception de qu'est-ce qu'on va voir, comment on va le voir, comment on va le partager, combien de contenus vont être faits, c'est quoi la stratégie qui va être faite, est-ce que finalement on poste tout au long de la journée, est-ce que c'est plutôt le soir, parce que tout ça, en fait, ce qu'on appelle la zone grise, ce que j'appelle la zone grise, s'il n'y a pas de zone grise, s'il y a peu de zone grise, normalement tout se passe bien, c'est pas un pari. Et Donc, plus il y a de zone grise, c'est comme dans n'importe quel projet, parce que même en voyage, on n'est jamais à l'abri d'un changement, d'une imprévu. Il faut que tout soit calé pour qu'au moins on puisse profiter à fond sur place et que personne n'ait de surprise et qu'on soit au clair là-dessus. alors, mais justement, des réponses vraiment très pratiques pour des personnes qui découvrent le sujet, enfin, ou Bien en tout sûr. cas qui ne sont jamais encore rentrés en contact avec des influenceurs ou qui l'ont fait de manière un peu bricolée. Si vous aviez quelques conseils tous les deux, concentrés, hein, synthétiques les conseils, OK. pour promouvoir une marque, enfin, pour promouvoir pour organiser la venue d'un influenceur, sachant que on veut pas imposer, on veut guider quand même parce qu'on a une image à faire passer, des valeurs, une marque. Donc voilà,
comment on fait? C'est quoi les zones grises acceptables ou non acceptables? Qu'est-ce qui doit être calé? En quelques phrases. Yannick, si tu veux y aller, moi je reprendrai le relais juste après. Non, Si tu veux, je te ferai un mail, je te ferai sous forme de mail et de questions. Comme ça, les gens pourront limite noter en même temps que je leur dirai. Non, mais je vais faire assez synthétique pour aussi laisser la parole à Alex. Faut vraiment comprendre que une collaboration influenceur, ça doit être un partenariat gagnant-gagnant. Chaque acteur a des attentes et c'est faire rencontrer ces attentes qui va faire une collaboration marche bien. D'un côté, on a un annonceur, une marque, un territoire qui a des messages à faire passer, des valeurs à transmettre, et d'un autre, un influenceur qui veut découvrir et qui va produire du contenu qu'il va aimer et que sa communauté va apprécier. Du coup, en fait, une des solutions, c'est le dialogue. C'est beaucoup dialoguer. Nous, c'est ce qu'on fait beaucoup avec nos clients, avec les influenceurs, pour vraiment réussir à faire rencontrer ces attentes, ces aspirations. Pour en fait créer des voyages, créer des opérations qui vont satisfaire les deux parties et laisser une liberté de création à l'influenceur. Typiquement, nous, pour le groupe Accor, pour les hôtels Mercure, on a décidé de mettre en avant des local stories, donc des expériences locales inédites. Plutôt qu'imposer à chaque influenceur cette local story, on les a laissés libres de ce choix. Et c'est ça qui va faire qu'un influenceur va être plus authentique, il va vivre quelque chose qui lui plaît et il va pouvoir retransmettre cette expérience avec plus d'émotion et plus de vérité aussi. Et ça se voit, ça se voit tout de suite sur les contenus. Je vais prendre le relais et encore une fois, je vais être vraiment dans le pratico-pratique. Donc, je vais vous dicter un mail potentiel que vous pourriez écrire à un influenceur. Ça commence par bonjour, j'adore ce que vous faites, j'adore ce que tu fais, j'adore ton univers, j'adore ta créativité, histoire de déjà faire comprendre à l'influenceur ou à l'influenceuse qu'on aime son univers. On n'est pas là pour rien et qu'il soit confort en fait avec sa créativité, sa création de contenu. Ensuite, c'est comment vous fonctionnez. Est-ce qu'on vous suggère, on a envie de collaborer avec vous? De quelle façon vous fonctionnez? Est-ce que vous nous suggérez des choses parce que vous avez envie de faire des choses chez nous? Est-ce qu'on peut vous proposer un programme ou des thématiques ou des lieux à visiter? Ensuite, c'est vraiment poser des questions pratiques. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas faire? Quelles sont les choses que vous aimez dans la vie de tous les jours pour justement essayer d'aller chercher dans votre territoire des choses qui peuvent lui plaire? Est-ce qu'il y a des no-go? Quelles sont les choses qui vraiment sont à l'encontre de vos valeurs? C'est des vraies questions à poser dans le mail. Et ensuite, c'est sur la question budgétaire, vous avez deux façons d'aborder le sujet. La première, c'est on a vu que vous faisiez, je sais pas, une vidéo et du live blogging pendant le séjour. Nous, on voudrait 2 vidéos et du live blogging pendant une semaine. Combien ça nous coûte? Inversement, bonjour, on a une enveloppe de 500 €, 5 000 €, 15 000 €, 50 000 €. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Et à ce moment-là, ça va dérouler. Et en mettant évidemment dans l'enveloppe de se dire, on aimerait qu'il y ait une bribe, une branche vidéo, une branche création d'articles, une branche ceci, une branche là, et la personne va aborder. Donc, soit vous savez exactement combien vous voulez dépenser, et du coup, vous dites potentiellement à l'influenceur ce qu'il peut faire pour ce budget-là, quitte à négocier, essayer de rajouter des choses. Et ensuite, dans le contrat, par la suite, il y aura par écrit le nombre de contenus qu'il devra faire, etc. C'est un vrai contrat, un vrai engagement, comme un photographe de mariage, c'est une vidéo et 200 photos, ça va être pareil. Ou inversement, vous avez envie de bosser avec cette personne, vous ne savez pas s'il est dans votre budget, ben vous allez lui demander, OK, on veut à peu près ça coûte combien? Et déjà, mettre la personne à l'aise sur son talent, ce qu'il crée, que vous aimez beaucoup, ce qu'il aimerait créer ça chez vous. Ensuite, c'est essayer d'être transparent et bien comprendre ce qui ne va pas marcher, ce qui ne veut pas, et ce que vous aimez aussi. On attend ça, on aimerait qu'on parle de ça ou de tel territoire ou de telle thématique. OK, donc la personne peut se projeter et que justement, sur la partie budget, très simplement, bah ça sera votre tactique à vous. Et là, vous avez déjà une première fiche, un premier contact très clair et déjà, on élimine plein de problèmes. Donc ça, c'est un premier mail qui en général marche bien. Et en général, bah, on voit que les territoires aussi sont pros, ils sont carrés, ils comprennent et forcément, on a envie d'aller plus loin. Et donc, on est d'accord, on contractualise systématiquement ou on conventionne systématiquement avec l'influenceur qui accepte de venir. Me concernant, je ne sais pas toi Yannick, et je te laisserai répondre là-dessus, je dirais que moi c'était 20% avec un vrai contrat, 20-10% avec un vrai contrat, 80% de gentleman agreement, et que le fait de valider le devis, de valider ce devis,
avec un certain nombre de prestations, faisait qu'il y avait tout ce qui allait avec. Ce qui se fait de bien aussi, souvent les agences comme Rich, les intermédiaires qui sont, elles, dans la professionnalisation de tout ce métier, surtout mettre à l'aise le partenaire, qu'il n'ait pas de mauvaise surprise, et de verrouiller tout ça. Moi, j'étais souvent en direct 95% du temps, mais le contrat est là pour ça, en fait, de ne pas faire… c'est bête, mais c'est mettre sur contrat, de ne pas dire des choses racistes, xénophobes, misogynes, de ne pas dire des choses ceci, cela. Alors, il faut faire attention dans les contrats, que ce ne soit pas trop genre dire que du bien, en gros, de la destination. Parce qu'il peut y avoir cependant de mettre, en gros, voilà, ça va être tout génial et qu'on n'a pas le droit de dire ceci, pas le droit de dire cela. Moi, j'encourage vraiment les contrats parce que du coup, ça met tout le monde à l'aise. Il faut juste, si on est un influenceur et surtout même si on a un partenaire, de ne pas se dire, voilà, je vais lui interdire. C'est juste que tout le monde soit à l'aise. Ouais, bah, je suis totalement d'accord avec toi. Nous, 100% de nos collaborations se font avec contrat parce que, en fait, on a un tiers de confiance et pour notre client, mais aussi pour l'influenceur. Parce que oui, le client peut avoir des doutes, mais aussi on assure à l'influenceur que si le contrat est rempli, il recevra sa rémunération. Donc, comme tu le disais, comme tu l'as très bien dit, nous, on essaie de professionnaliser Arrête. la profession et donc d'assurer en fait les deux acteurs d'un partenariat gagnant-gagnant. Ok, merci beaucoup. Alors, je vais vous poser une dernière question avant de conclure et puis de laisser un tout petit peu de place aux questions. Et cette question qui est toujours importante pour nous, côté marketeurs territoriaux, qui est la question de l'évaluation de l'impact, donc de l'intégralité évidemment de nos actions. Et là, c'était une des questions d'ailleurs qui a été posée sur le fil de questions pour mieux convaincre les décideurs, c'est-à-dire nos élus et puis des directeurs éventuellement, les convaincre que ça vaut le coup de mettre un petit peu d'argent là-dessus. Comment est-ce qu'on évalue l'efficacité d'une campagne d'influence? Yannick, je te laisse aller sur le sujet. Je pense que tu vas vraiment aller plus loin sur le sujet. Yannick, oui. En effet, hein, évaluer l'impact, c'est la question que tout le monde se pose et pas qu'en influence dès qu'on fait une action. En fait, on a la chance déjà d'être sur le digital, de pouvoir récupérer pas mal de KPIs. Et nous, avec notre technologie en plus, on récupère et on assemble énormément de ces données de retombées sociales afin de déterminer l'impact. Mais même sans technologie, il est possible de le faire. Déjà, il suffit d'additionner les retombées sociales, mais connaître le nombre d'impressions, le nombre de vues, le nombre d'engagements d'un contenu, ça permet déjà de savoir combien de personnes l'ont vu, combien de personnes se sont engagées, ont liké, ont commenté, donc se sont impliquées en fait dans cette campagne. Vous pouvez retrouver sur notre site un pense-bête de tous les KPIs d'influence. Je vous laisserai aller regarder. Les chiffres clés. KPI égale chiffres clés. Ah, pardon. Au cas où. On ne sait pas qui nous écoute, Yannick, on ne sait pas. Pardon, en effet, donc indicateur clé même. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'influence a fait ses preuves. Hein, toutes les études le montrent. Mais en effet, c'est la grande question. Il y a beaucoup d'indicateurs qu'ils donnent. Et en fait, ce que je donne comme conseil aux gens avec qui je discute, c'est de prendre tous ces indicateurs et de les comparer en fait aux autres campagnes. Nous, on fait aussi des études post-test suite à certaines campagnes de nos clients pour évaluer l'impact en termes de notoriété, en termes de référence de marque. Et à chaque fois, ça montre des super résultats. Tu veux ajouter un mot, Alex? Oui, bien sûr. Je parle là si justement, soit vous passez par une agence, soit vous passez en direct en fonction de votre taille, de votre budget. L'influenceur, vous pouvez tout simplement lui demander d'avoir une copie d'écran de ses back-office, de ses outils en fait, de statistiques. Il y a un moment, il a travaillé avec vous. Alors, vous ne demandez pas les autres statistiques des autres campagnes, mais vous concernant, c'est quoi le nombre d'impressions en story? Donc, ce n'est pas un document Excel qu'il a rempli parce que du coup, il met un zéro en plus. C'est vraiment l'impression, le screen de chaque stories. C'est les impressions de chaque post et le back-office Facebook avec le nombre de commentaires, nombre de clics, nombre d'impressions, la rétention vidéo. Tout ça, vous pouvez lui demander. Il n'a pas refusé. Il y a eu un budget qui a été mis. C'est pour créer du contenu, c'est pour une diffusion média. C'est des choses qu'il vous doit. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il y a justement l'avantage pour aller chercher les validations de budget un peu plus haut à l'étage du dessus. L'avantage, contrairement à un salon, contrairement à des campagnes d'affichage ou de la télé ou de la presse,
c'est Internet. Je veux dire, il y a des chiffres, ça blague pas, c'est pas comme ça. J'ai fait un petit truc Ipsos là à la fin d'une sortie de bouche de métro. Apparemment, on est bien en top of mind. Non, là, on est là, ça fait tant d'impressions. On s'est positionné sur telle cible. Les gens, on a vu tel influenceur. Cet influenceur-là, sa cible clé qui représente 50 à 70% de son audience, c'est du 25-34. C'est plutôt des femmes. Donc ça, on le sait en fait. Donc s'il y a eu tant d'impressions, ça veut dire que si on a fait 100 000 impressions et que sa communauté clé, c'est à 50-70% des femmes de 25 à 35 ans, on sait combien on a touché. Et ça, on peut demander. Et ça, on peut compiler. Et c'est vrai que, et moi, je me mets à la place de tous les directeurs marketing ou les chargés de promotion, les responsables de promotion dans les territoires. Il y a un vrai problème entre la direction des territoires aujourd'hui, c'est en train de se renouveler, et le marché actuel. Parce que souvent, la direction, il y a une vision très années 90-2000 de la communication. Et même le web de 2010, des gens qui étaient bons en 2010 sur le web, ils peuvent être largués en 2020 parce que ça a énormément changé en 10 ans, le web. Et la façon de faire du marketing, de vendre des produits sur le web, ça a énormément changé. Avant, c'était pub. Donc, on avait implémenté le système pub sur le digital et on l'avait mis sur du paid. Aujourd'hui, c'est done, créer de la valeur, créer de l'inspiration, créer du contenu, donne des conseils pratiques, créer une relation de confiance avec une potentielle audience et ensuite propose des choses. Et quand on est trop dans les systématiques « Salut, on est beau, venez nous voir, on est génial », il y a une usure. C'est plus comme ça que les gens, ils ont des radars à pub, les gens. Et en fait, créer de l'émotion, créer de la plus-value aux gens, même quand on a une destination, c'est ultra important. Plutôt qu'avant d'essayer de les attirer tout de suite. Aujourd'hui, le marketing online, et je suis désolé, je dévie un peu sur la question, mais il est vraiment sur le long terme. C'est plus du court terme, en fait. On investit, en fait. Justement, Alex, comme ça va faire une transition. Excuse-moi, Yannick, que je t'ai Non, totalement piqué la parole. justement, pour te laisser continuer, mais moi, je souhaitais vous demander pour conclure les futures évolutions, à votre avis, de ce marketing d'influence. Donc là, toi, je te sentais bien sur ta lancée. Je te laisse poursuivre. Mais ce serait pas très poli de ma part. Yannick, je t'en prie quand même. Non, un petit mais peu. justement, Ok. Fini, parce que tu étais justement en train d'évoquer cette évolution Oui, temporelle depuis les années 2010. Ok. Pour simplement finir là-dessus, c'est que le problème, et je fais même le pendant sur des structures privées. Les structures privées ont souvent une vision de la communication et du média comme je mets tant sur la table, j'ai tant en retour après ma campagne. C'était très vrai ces 20 dernières années. Si c'était du court terme, en construisant un peu long terme à force d'en faire, mais donc créer du top of mind. Aujourd'hui, le vrai marketing puissant, il est dans l'émotion, il est dans l'affect, il est dans l'attachement. Et ça se crée pas en mettant 100 balles sur la table, en ayant 200 balles en retour. Ça se crée sur la durée. C'est un investissement. Donc, les gens qui voient en fait la création de contenu, les campagnes de marketing d'influence ou les stratégies marketing online sur du court terme, ils vont perdre. Ils ont perdu d'avance en fait. Parce qu'ils vont mettre des gouffres financiers sur des choses où ça va faire un coup d'épée. Sauf que des gens qui voient ça sur la construction en exponentielle, c'est eux qui gagneront dans 5, 10 ans, 20 ans en fait. Et quand on se met d'abord sur cette projection-là, de se dire qu'est-ce qu'on peut commencer à construire, comme le disait Valverde, hein, c'est la valeur, c'est quoi la mission qu'on a envie de transmettre à travers notre territoire, c'est quoi la promesse, finalement un peu comme le marketing digital sur un produit online, mais on va l'appliquer à l'humain et au tourisme et à l'émotion pour créer cet attachement et sur du long terme. Et c'est ça qui est important aujourd'hui pour gagner. Et donc, ça répond à l'une des questions qui nous est posée sur est-ce que des bons indicateurs clés vont nous faire du booking dans la foulée pour le tourisme? Et en fait, tu es en train de nous répondre non, pas vraiment, puisque c'est un attachement au long cours, mais qui sera sans doute aussi beaucoup plus puissant. Oui et non. Oui et non. Non. En fait, oui, il va y avoir des réservations. Quand je faisais des séjours et que je passais, on savait. Alors déjà, il y a si je pars en février et que là, en fonction de la campagne, quand est-ce qu'elle est diffusée et quand est-ce qu'est la saison idéale, faut voir aussi ça. Hein, c'est entre le moment où tu envoies ton influenceur, la campagne est diffusée et la vraie saison touristique. Voilà, ça déjà, c'est important. Donc oui, ça va déclencher des séjours, des réservations. Par contre, si tu mesures l'efficacité et la réussite de ta campagne sur la réservation, sur l'instant ou sur la saison qui vient, je pense que tu as perdu en fait. Tu as perdu parce que est-ce qu'on a créé de l'attachement? Est-ce qu'il y a eu de l'engagement? C'était quoi les signaux positifs? Ok, et en fait, c'est à chaque fois construire un peu plus les campagnes sur ces signaux-là pour construire des bases solides. Selon moi, c'est comme ça qu'on gagne. Ok. Yannick, juste sur cette dernière question, avant le gong final qui approche à grands pas. Oh non, déjà, non.
si. De l'avenir du marketing d'influence. Alors, pour moi, déjà, et on en parle depuis longtemps, mais le marketing d'influence va prendre encore plus de place dans les stratégies marketing et se lier aux autres leviers. Moi, ce que je trouve intéressant, en fait, l'influence, c'est que c'est purement et simplement un formidable reflet de la société. Les influenceurs sont des humains, on aime bien les appeler un peu les délégués de la société parce que en les suivant, en fait, on les valide. Et en observant l'influence, en fait, si on analyse les micro-signaux, on voit même arriver en fait, les tendances qui seront les prochaines grandes tendances. Notamment aujourd'hui avec la crise écologique, le mouvement Black Lives Matter, le mouvement pour les droits des femmes, on observe aussi un engagement de plus en plus important de la part des influenceurs. Assez loin en fait de l'image aseptisée que l'on veut leur donner. Les influenceurs n'hésitent pas en fait à vraiment soutenir des causes, à s'investir pour ces causes. Et avec des consommateurs qui aujourd'hui s'attendent à toujours plus d'engagement de la part des acteurs professionnels, des marques, des territoires, il faut prendre ça en compte. Et en fait, ça lie très bien avec ce que tu disais sur les valeurs. L'importance des valeurs, de l'engagement va être de plus en plus important pour les marques, pour les territoires, pour les influenceurs qui sont ces relais et pour les consommateurs. Une autre évolution, c'est aussi l'émergence de nouvelles plateformes. Il y a des nouvelles plateformes qui émergent tous les ans. Il faut les observer. Il faut voir ce qui s'y passe. Pinterest, qui n'est pas une plateforme si nouvelle, est une super plateforme pour les territoires parce que dans le parcours décisionnel du voyage, il y a beaucoup d'inspiration qui se fait sur ce réseau. Par exemple, TikTok, c'est le réseau qui enregistre la plus forte progression, des taux d'engagement exceptionnels, peut-être avec une communauté assez jeune aujourd'hui, mais c'est en train d'évoluer. Il faut aussi être à l'écoute. L'influence change tous les ans, tous les 2 ans. Ce qu'on faisait il y a 2 ans est plus du tout valable aujourd'hui. Il est nécessaire de pouvoir suivre aussi ces évolutions pour être à la page, mais surtout générer des opportunités. Nous, on aime bien accompagner nos clients sur être les premiers à faire ça. Je serais hyper content d'accompagner le premier territoire à créer une opération d'envergure sur TikTok, par exemple. Ils auraient vraiment raison. Ils auraient Ouais. vraiment raison. Et je reviens sur ça, en fait, c'est quand je parlais qu'il y a des gens qui finalement sont has-been alors qu'ils étaient des cadors en 2010 sur Internet, sur le marketing et sur la communication sur Internet, c'est parce qu'ils ne se mettent pas à jour, en fait. Le marketing, moi, d'influence et la stratégie digitale, c'est un mindset c'est d'apprentissage permanent, en fait, d'être à l'affût. C'est pas une plateforme. C'est essayer de, OK, c'est ça la tendance, c'est là où est l'attention. Si l'attention est là, mon savoir, je vais l'acquérir sur cette plateforme. Et quand on parle de TikTok aujourd'hui, OK, ça va être très teenager. Dans 8 mois, ça sera Instagram. Ça devient de nouveau Instagram. C'est full vidéo. Et en fait, la maturité de la cible, elle va largement se transposer. Surtout que l'algorithme est tellement puissant, très, très puissant pour nous suggérer des contenus qu'on aime bien par rapport à nos affinités. Il n'y a pas que des petites gamines de 14 ans qui font des trucs comme ça sur TikTok. Moi qui suis beaucoup d'influenceurs entrepreneuriat, des mecs qui sont des cadors, ils se mettent sur TikTok, qui ont 40 ans. Et en fait, il y a beaucoup aussi de transmission de connaissances sur TikTok. Et au lieu de se farcir un tuto de 29 minutes sur YouTube, maintenant, tu l'as en 25 secondes sur TikTok. Ça va à l'essentiel. C'est différent. Mais franchement, tous ceux qui nous écoutent, si vous ne faites pas de campagne TikTok prochainement, je pense que vous vous plantez parce qu'il faut toujours être les premiers et surtout, il faut toujours être les premiers parce qu'en plus, on paye 4 fois moins cher quelque chose qui ensuite en vaudra 10 fois plus. On se dit merde, j'aurais dû le faire. Voilà. Et appelez Yannick. Moi, je pense appeler Yannick. Tu vois, je te vends bien ou pas? Appelez Alex et Yannick. Parce que s'il y a moyen d'avoir un petit peu, un rêve cher à la fin, on s'arrange. Hein. Non, mais je suis vraiment sérieux sur ce sujet-là. Faites-le, n'ayez pas peur. Et si vous dites, mais comment je vais vendre ça à mon directeur, il y a un moment, il faut que votre directeur il comprenne qu'il fasse confiance sur le digital et que de toute façon, il s'est arrêté en 2000. Donc, autant y aller plein pot, quoi. Allez, on va pas essayer de deviner les âges des uns et des autres. Non, on n'est pas là pour ça. Moi-même, je suis beaucoup plus vieux que je n'y parais. Hein? Moi-même, je suis beaucoup plus vieux que je n'y parais. Le temps qui nous était imparti est passé. Je voudrais peut-être juste prendre, pour vous faire plaisir, juste une des questions qui a été posée. Après, voilà, on a essayé aussi de répondre aux différentes questions un petit peu au fil de l'eau. Donc, j'espère que vous tous qui nous regardez, vous aurez eu des éléments de réponse. Donc, juste une question plutôt provocatrice pour conclure réellement. Sur le fait qu'on voyait aujourd'hui l'émergence de nano-influenceurs.
contre les gros, qui sont souvent perçus comme trop mercantiles. Et donc, il y a une question de salaire aussi, de revenus des gros influenceurs, et qui donc, puisqu'ils gagneraient beaucoup, seraient moins crédibles. Est-ce que vous avez des avis là-dessus? Et alors là, en étant un peu chrono, quoi, pour qu'on ne dépasse pas de trop. Combien on attend? Combien on attend? Allez, 3-4 minutes. Par personne ou Non, au total? à vous deux. À vous deux? Ouais. Ok, j'ai un avis très tranché, Yannick, sur le sujet. Je vais être très rapide. On Je vient après. Du coup, j'essaie de faire ultra rapide. Je pense que c'est essentiel. Alors moi, personnellement, je suis ce qu'on appelle un micro-influenceur. C'est-à-dire que j'ai en dessous de 100 000 à peu près sur mes réseaux. Je suis entre 10 et 100 000. Un nano-influenceur, c'est en dessous de 10 000. Je pense que les nano-influenceurs sont essentiels sur une campagne d'influence, surtout quand on a des petits budgets. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir aller chercher des cibles ultra, ultra spécifiques. Je cherche une maman qui est fan de randonnée. Je cherche un homme gay qui est vegan. Du coup, je cherche toute cette communauté-là. Sur des mecs qui ont plusieurs millions, c'est rare de pouvoir le trouver. Les nano-influenceurs, en plus, ont cette qualité qui sont souvent, ils font ça à côté, c'est pas leur emploi à plein temps. Donc, ils sont ravis des fois de faire sur de l'échange de marchandises. Donc, des fois, il n'y a même pas de budget à sortir. Donc, si même il y a un budget, ils vont se tuer vraiment pour cette opération. Et ça qui est bien. Pour moi, c'est ultra important. C'est une cible primordiale à inclure quand c'est vraiment possible. Et je l'encourage vraiment dans une campagne. Après, c'est chronophage. Et du coup, Rich, c'est là où ils font aussi leur taf d'avoir un vrai boulot de recrutement. Putain, je vous nomme beaucoup trop de fois. Je suis un petit peu d'accord avec Alex, un petit peu pas d'accord. Non, j'aurais pas dû citer. Non, en fait, pour nous, chaque typologie d'influenceur a ses avantages, ses inconvénients. Tu l'as très bien introduit sur les nanos, qui vont être hyper spécifiques avec des cibles ultra engagées, des taux d'engagement qui montent à 20% parce que les gens les connaissent presque personnellement. Mais en effet, pour avoir un rayonnement assez important, gérer une centaine de micros, c'est extrêmement chronophage et donc ça peut devenir plus rentable en temps homme, en temps équipe. À l'inverse, les top influenceurs, pour moi, je les compare un peu à faire un prime time sur TF1. On va pouvoir toucher énormément de gens, mais il n'y a pas de top influenceur avec une communauté extrêmement précise. Ça va de 7 à 77 ans avec des passions différentes parce que plus la communauté est grande, plus elle va être variée. Donc, ça dépend aussi des objectifs. Une grosse campagne de notoriété à la prime time de TF1, on va plutôt aller vers des top influenceurs. Mais il y a aussi les micros, les influenceurs mid qui pour nous ont aussi le bon ratio entre les deux, qui ont quand même des communautés importantes. On ne parle pas de millions, mais plutôt de dizaines de milliers, et qui ont encore cette spécificité. On a des influenceurs voyage, des influenceurs mode, des influenceurs mode vegan. Et en fait, selon les objectifs de la marque, selon nos budgets, et selon le temps qu'on veut y passer, on va aussi sélectionner les influenceurs en fonction. Voilà, écoutez, merci Entièrement beaucoup. d'accord. Merci infiniment à vous deux pour vos réponses et pour tous ces éclairages. Je le rappelle, pour ceux qui auraient raté un morceau de tout ça ou qui voudraient reprendre des notes, notamment sur toutes les questions très pratiques de comment je fais pour bien accueillir un influenceur et bien le choisir. A priori, l'ensemble des vidéos du PMF seront visibles très prochainement. Et donc, voilà, dernière séance cet après-midi pour ce PMF 2020 un petit peu particulier. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir, merci Anne-Sara pour cette magnifique présentation. Au revoir, merci à tous. Et je sais. Et elle est partie, nous on reste. Voilà. Nous on reste. Non, mais je ne sais pas si vous avez accès derrière nos mails ou à nous LinkedIn, mais je pense que vous pouvez autant à Alex qu'à moi parce que j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de questions. Donc, n'hésitez pas en tout cas à nous poser des questions, on sera content de répondre. Exactement. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.